Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Antonin Arc et je suis content de vous accueillir sur RiseX pour cette 5e et dernière vidéo de notre série. Alors non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la dernière vidéo de RiseX, donc vous pouvez toujours vous abonner, liker, activer la petite cloche pour ne rien rater. À travers les dernières vidéos, on a vu les concepts de base pour que vous vous lanciez sereinement sur les marchés financiers. Finalement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me parler à moi en 2012 quand je me suis lancé sur les marchés financiers. J'espère que ces vidéos vous ont plu et j'en profite pour vous lancer un petit message. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire. Vous êtes les premiers à avoir fait confiance à RiseX. Et rien que pour ça, si on peut vous le rendre en aiguillant les prochaines vidéos par rapport à vos besoins, alors on le fera. Maintenant que la messe est dite, dans cette vidéo, j'aimerais conclure en vous donnant des méthodes simples pour progresser le plus rapidement possible. Et le but final, c'est bien de vous faire gagner du temps. C'est parti, j'aimerais commencer par un petit exercice de pensée avec vous. J'aimerais que vous imaginiez votre route parfaite. Oui, je parle bien d'une route, avec du béton, des lignes, et vous la placez où vous voulez dans le monde. C'est bon? Vous avez votre route? Finalement, peu importe comment vous l'ayez imaginée, c'est-à-dire toute droite un petit peu comme les routes aux États-Unis, ou au contraire sinueuse comme les petites routes de montagne françaises, ou même une route de piste de terre dans la jungle, il y a quelque chose qu'on a tous compris. Globalement, sur cette route, peu importe à qui vous la présentez, cette personne va savoir à peu près où rouler, dans quelle direction, va savoir ce que vont être des lignes continues et des lignes pointillées. À la limite, elle sera même adapter sa vitesse par rapport à ce qu'elle voit, si c'est une route plutôt d'autoroute ou une route plutôt sinueuse. Eh bien, le but dans cette vidéo, ça va être justement vous offrir des pistes pour vous créer votre code de la route de votre fameuse route du trading, que j'aurais pu d'ailleurs appeler route de l'investisseur. Le plan de trading. Et oui, parce que c'est l'une des premières astuces pour progresser le plus rapidement possible. Le but du plan de trading, ça va être écrire ce que l'on va faire. Ensuite, on va pouvoir faire ce que l'on a écrit. Et pour finir, on va pouvoir comparer les deux, c'est-à-dire s'auto-évaluer. Et c'est très important parce que par exemple dans les dernières vidéos, je vous ai dit on va acheter Apple. Et puis par exemple, mon analyse m'amène à penser qu'il va falloir l'acheter à 120 $ l'action. Mais finalement, quand elle arrive sur 125 $, je décide d'ouvrir la position maintenant. Mais qu'est-ce qui a motivé mon choix? Eh ben en ouvrant mon plan de trading, en regardant ce que j'ai noté, je vais pouvoir savoir si mon analyse était bonne et que je me suis juste permis de refaire mon analyse parce qu'elle était un petit peu dépassée et que 125 $ l'action correspondait parfaitement à ma première analyse, ou au contraire, j'ai eu peur de rater le mouvement. Je me suis senti impatient. Et donc j'ai cliqué un petit peu trop tôt sur Apple, alors que j'aurais pu l'avoir à 120 $ l'action. Et donc dans ces cas-là, on a quelque chose à corriger. On sait sur quoi s'appuyer pour se corriger, pour s'auto-évaluer. Un bon plan de trading est décomposé en 4 parties. La première partie, c'est la zone d'intervention. Finalement, ça pourrait être vulgarisé par pourquoi cet actif plutôt qu'un autre? Pourquoi Apple? Pourquoi pas à une autre entreprise de la tech? Et surtout, pourquoi à ce prix-là? La zone d'intervention. Vous vous rappelez sûrement des zones vertes et des zones oranges. Deuxièmement, il faut absolument connaître son risque. Vous vous rappelez, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Si c'est la seule chose que vous maîtrisez, alors il faut absolument se mettre d'accord avec son risque. 3. Une invalidation. Finalement, c'est à partir de quand vous dites que vous avez tort. Dans l'exemple d'Apple à 120 $ action, ça se trouve vous êtes prêt à le voir chuter à 90 $. Mais peut-être que 70 $, ça va commencer à vous faire mal. Et peut-être qu'Apple va tomber à 20 $ l'action. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Mais 20 $ l'action sur Apple, c'est impossible. Déjà, rien n'est impossible sur les marchés financiers. Et de deux, attendre les bras croisés parce qu'on sait pertinemment qu'un titre va remonter n'est pas un plan. Il vous faut une zone d'invalidation. D'ailleurs, j'aurais pu en parler dans la partie numéro 2, parce que votre risque doit être adapté à cette invalidation. Rappelez-vous que c'est la seule chose que vous maîtrisez sur les marchés. Et pour finir, une zone de prise de bénéfice. À partir de quand je décide que je peux commencer à me payer? Alors oui, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité de vos bénéfices. Vous pouvez d'ailleurs décomposer vos entrées, décomposer votre risque, décomposer vos invalidations et décomposer vos zones de prise de bénéfice. Mais tout doit être décidé en amont. La courbe d'apprentissage. Alors oui, ça va paraître bizarre, mais on va parler de la courbe d'apprentissage. Je suis sûr et certain que vous l'avez déjà vu, je l'affiche quelque part là sur l'écran, mais cette courbe elle va me permettre de me dire là où vous vous trouvez et à quoi vous devez faire attention. La phase 1, c'est une phase assez simple, on ne connaît rien du sujet et on apprend sur ce sujet. Finalement, on sait qu'on ne sait pas. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette phase. Je pense avec le recul qu'il faut quand même se lancer relativement vite sur les marchés. C'est-à-dire qu'après, par exemple, ces vidéos, créez-vous un compte de démonstration ou un petit compte avec un tout petit peu d'argent. Le but au début n'est pas de générer des bénéfices, c'est plutôt de comprendre comment ça se passe. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est mettez-vous d'accord avec vous-même. Oui, je ne connais rien. Mais Antonin m'a dit que la seule chose que je maîtrisais, c'est le risque.
On dit souvent la phrase « Ouais, mets de l'argent en bourse, mais seulement que tu es capable de perdre ». Je suis pas forcément d'accord avec ça. Tout dépend de votre risque. Si vous avez décidé de perdre 3 € par action sur Apple, personne vous dira le contraire. Et vous allez perdre que 3 € par action. Et c'est vraiment l'ordre d'idée qu'il faut avoir. Perdre le moins possible durant cette phase 1. La phase 2, on commence à engranger des connaissances. Je dirais même qu'on est littéralement avide de connaissances. On va lire tous les livres qu'on trouve, regarder toutes les vidéos sur Internet, choper des dizaines de stratégies, de méthodes différentes. Alors attention, je ne dis pas que apprendre n'est pas bon. Même au contraire, cette phase doit se faire. Allez-y, apprenez tout. Et si j'ai un conseil durant cette phase, c'est de ne pas trop vous éparpiller. Et c'est là où votre plan de trading est primordial. Définissez une stratégie, quelle qu'elle soit. Celle qu'on a vue dans les dernières vidéos ou celle qui vous inspire. Ensuite, écrivez-la. Par exemple, stratégie A. Quand vous travaillez votre plan, n'hésitez pas à dire que c'est votre stratégie A. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de l'utiliser, vous allez comprendre plein d'autres choses que vous n'avez pas forcément compris lors des premières vidéos. Finalement, c'est la différence entre comprendre le théorème et l'appliquer dans la vie réelle. C'est exactement pareil. Il y a énormément de choses à connaître. Ce que j'aime dire, c'est que votre stratégie, écrite point par point, ne représente que 20% de vous. Les 80 autres, ce sont l'expérience, la gestion du risque, la psychologie. Et elle s'acquiert avec le temps. Mais encore une fois, sur les nouvelles stratégies que vous ne connaissez pas, sur les nouveaux indicateurs que vous voulez apprendre, ne pas exposer son capital. Et même aujourd'hui, moi qui essaye plein d'indicateurs pour en faire des vidéos, par exemple, quand je vais utiliser ces indicateurs, je vais ne risquer qu'1 € sur les marchés financiers. Je veux juste voir comment il réagit. Et il n'y a rien de mieux qu'en ouvrant un petit quelque chose sur les marchés pour voir comment ça fonctionne. Mais jamais ça ne se soustraira à ma stratégie qui est rentable aujourd'hui. Et encore une fois, si j'ai un deuxième conseil, n'oubliez pas de vous focaliser sur ce qui fait du sens pour vous. Des actifs qui font du sens. Vous comprenez les actions? Allez sur les actions. Vous ne comprenez pas le Forex, mais on vous a dit que c'était un super marché. N'y allez pas. Prenez un marché qui fait du sens pour vous. Une stratégie qui fait du sens, enfin vous avez compris, quelque chose qui fait du sens pour vous. Là, la phase 3, c'est un petit peu différent parce que là, on arrive déjà dans quelque chose où on est stable. Alors on peut très bien être rentable sur les marchés ou être seulement à l'équilibre. C'est-à-dire que dans un cas, il ne vous reste plus qu'un tout petit truc pour passer rentable. Là, il va falloir commencer à avoir la notion de discipline. Finalement, cette phase 3, elle est assez idéale. Si vous n'êtes pas tout à fait rentable, j'ai déjà un petit conseil à vous donner. Je vous invite à regarder du côté de la gestion du risque, de reprendre les bases et d'avoir une gestion du risque qui est toujours la même pour pouvoir justement vous comparer encore plus efficacement. Vous pouvez même utiliser des outils comme le journal de trading pour encore plus voir les petites subtilités. Mais votre risque doit être stable. C'est super important parce qu'on a tendance à modifier son risque pour la mauvaise raison. Par exemple, je viens de perdre 0,10%. Le prochain trade, le prochain investissement, je vais risquer 0,20%. Parce que comme ça, si j'ai raison, non seulement j'aurais comblé mes pertes de mon premier trade, et je me serais refait. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. N'oubliez pas, vous êtes dans une science statistique. Statistiquement, vous pouvez perdre 10 fois d'affilée, mais statistiquement, vous pouvez aussi gagner 10 fois d'affilée. Et c'est la différence entre ce que vous allez gagner et ce que vous allez perdre qui va être réellement importante. On essaye de gagner plus que ce qu'on perd. Si bien que la perte fait partie du jeu. On l'intègre dans notre système. Et si ça ne fonctionne toujours pas, alors je vous invite à passer sur des unités de temps plus grandes. Par exemple, si vous êtes focalisé sur du 4 heures, n'hésitez pas à passer sur du journalier. Ça va vous enlever du stress et chacun de vos trades aura plus de chances de réussite. Mais alors, si je suis rentable, quel est le problème? Le problème, c'est la phase 4. On n'en parle pas souvent dans la courbe d'apprentissage, mais c'est une phase où on a tendance à désapprendre. Pour vous prendre un exemple, je vais prendre le pilote de Formule 1. Le pilote de Formule 1, il est réglé comme une horloge. Il va passer ce virage à telle vitesse, il va freiner à tel moment et il va tourner son volant à tel moment. Mais à force de passer ce virage toujours pareil, il peut y avoir ce qu'on appelle des dérives lentes. Ça veut dire qu'il va pas exactement freiner au même endroit, il va freiner peut-être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Il va peut-être tourner son volant un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, ce qui va lui faire passer la courbe moins bien. Et s'il ne se remet pas en question, s'il n'y a pas quelqu'un pour le mesurer et lui dire en fait tu tournes ton volant un petit peu trop tôt, dans ce cas on va être dans une démarche de dérive lente. Ça veut dire qu'il va freiner peut-être de moins en moins tôt ou de plus en plus tard, et puis on va aller carrément jusqu'à l'accident ou carrément perdre des secondes sur son tour autant. Finalement, c'est ça, cette courbe de désapprentissage. On ne désapprend pas tout, mais par notre expérience, par le fait de se mettre des biais en disant ça, je le ferai plus jamais, en faisant ça, on a tendance à désapprendre. Vous devez tomber le moins souvent dans cette zone 4. Et ça, malheureusement, ça passe par de la discipline. Vous allez devoir faire tout le temps la même chose une fois que vous avez trouvé une stratégie qui fonctionne pour vous. Et même si pendant
1 mois, 2 mois, ça ne fonctionne pas. N'oubliez pas qu'il y a 10 mois derrière et que ces 10 mois peuvent être rentables et que vous allez forcément gagner plus que ce que vous avez perdu parce que vous avez écouté les vidéos précédentes. Encore une fois, on peut s'appuyer sur son plan de trading. On peut s'appuyer sur son journal de trading. Une des choses que je fais par exemple et qui sera la dernière astuce de cette vidéo, c'est que je me pose des questions. Par exemple, si j'ai acheté Apple à 125 $ alors que mon plan de trading disait 120. Dans l'immédiat, c'est pas grave. Mais par contre, je vais vraiment essayer de me poser la question pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que vraiment j'ai eu peur de rater le mouvement? Et si oui, pourquoi? Parce que 120 $, c'est quand même mieux en termes d'entrée que 125 $. Et si c'est ça, je le débrief et je me le note dans mon plan de trading. Je me dis, ah ouais, ça, j'ai pas tout à fait fait ça parce que j'ai senti une certaine forme d'impatience. Je peux même décrire ce que ça me fait physiquement. Une petite anecdote qui me passe par la tête, un moment où je faisais beaucoup de scalping, donc sur des unités de temps très faibles, je me levais de ma chaise et je faisais 3 fois le tour de ma chaise avant de me rasseoir et de valider ma position. Ça me permettait finalement de perdre un petit peu de temps pour réfléchir si j'étais bien en train d'appliquer ma stratégie ou pas me faire avoir par mes émotions. Et du coup, toutes les 10 positions, quelles qu'elles soient, je me pose cette série de questions. Est-ce que j'ai bien respecté mes plans? Sous-entendu, ce qui est écrit sur mes plans, est-ce que je l'ai bien réalisé? Et deuxième question, suis-je dans des bonnes conditions physiques et ou mentales pour continuer? Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que oui, les émotions avaient une influence sur mon trading. Et à force de les noter, je sais aujourd'hui lesquelles me déstabilisent le plus. Par exemple, moi, c'est le stress. Quand je stresse, je ne trade pas. Quand j'ai quelque chose d'extérieur qui m'amène un stress, je n'ouvre pas de position. Je reste loin des écrans. Parce que je suis presque persuadé que je vais prendre des mauvaises décisions. La deuxième émotion qui est pour moi difficile à négocier, c'est l'euphorie. Le fait d'être content quand je suis avec des gens. Parce que oui, j'adore le contact humain. Mais je me suis aperçu que quand je passais des trades alors qu'il y avait des amis autour de moi, eh ben j'étais nul. Pour le coup, je sais même pas pourquoi. Je me suis pas non plus psychanalysé. Mais je sais que quand je suis extrêmement heureux et que je suis avec des personnes que j'aime, et je vais avoir tendance à ne pas prendre position. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a cadré un petit peu plus votre apprentissage et qu'elle va vous aider à vous y retrouver dans les différentes phases de l'apprentissage. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à ouvrir un petit carnet, un tableur Excel, un fichier Word et à noter vos plans de trading à l'avance. C'était Antonin Arc. Merci beaucoup pour votre temps et on se retrouve très rapidement sur iSix.